La prière pour venir à bout de la drogue, c'est possible, une méthode spirituelle qui fait ses preuves. Nous vous conduirons au centre Kaotri, un centre qui aide les personnes dépendantes de la drogue à retrouver une vie normale. Il y a 27 ans, les deux Allemagnes étaient réunis, formant ainsi la première puissance européenne. Le rappel du processus dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La drogue détruit de nombreuses vies et les jeunes sont les plus touchés par ce fléau. La dépendance à la drogue peut laisser des séquelles physiques et mentales souvent irréversibles. Et la lutte contre ce phénomène est donc menée sur tous les fronts. Dans la commune de Trècheville, un centre utilise la prière pour lutter contre l'addiction à la drogue. Nous verrons comment se passe la prise en charge des personnes qui ont développé une dépendance aux drogues dans ce dossier de Serge Colia. Port-Boué, Carrefour, Gonzacqueville, dans le district d'Abidjan. Rendez-vous avec Stéphane. Nous nous rendons au centre Kaotri pour les ex-drogués à une vingtaine de minutes de là. Après 12 km de piste, nous voilà au centre Kaotri. Dans ce camp, les habitants, à commencer par la première responsable, la servante de Dieu Joël, et Ernest, son adjoint, ont une histoire avec la drogue. Je suis rentrée dans la drogue à l'âge de 12 ans. Je commençais à fréquenter des gens vraiment mal vus dans la société. Des braqueurs, des gens de mauvaise vie, et je me prostituais pour fumer la drogue. Pour sortir des griffes de la drogue, après plus de 20 ans de dépendance, Joël et son adjoint ont eu recours à la prière et à l'évangile, enseigné à l'époque par le fondateur du centre, le pasteur Cissé, également ex-toxicomane. Le père fondateur, c'était mon ami, on fumait drogue ensemble. C'est de là, Dieu l'a appelé pour qu'il puisse venir à Kaotri. Un jour, il m'a vu, il me dit, mais Joe, mais tiens, si tu restes dans la drogue, c'est pas bon, la drogue, c'est pas à faire. Je me disais que c'était impossible d'arrêter la drogue parce que tout ce que j'ai trouvé dans la drogue, jusqu'à ce que je devienne accro, était toujours dans la drogue. Je ne les ai jamais vus partir quelque part ou changer. Quand on disait que la personne n'était plus, c'est qu'il était mort. Devenue après sa guérison l'épouse du fondateur, Maman Jo, comme on l'appelle ici, tient les rênes depuis le décès de celui-ci en 2011. Autrefois, sans Jésus, si je m'arrête dans la rue et je dis à quelqu'un que moi je fume drogue, j'étais prostituée, la personne va courir. Alléluia. Amen. Parce que c'est deux dangereux mots qui se sont associés là. Alléluia. La thérapie, basée sur la parole de Dieu, reste la même. Seulement, le message est plus direct. Tu as fumé drogue, j'ai fumé drogue. Alléluia. Amen. Si Jésus m'a délivré, tu étais moussi. Si Jésus m'a délivré, c'est que toi, il peut te délivrer. Amen. Donc on n'a pas arrêté les chantages. Alléluia. Amen. Quand on pose un acte, il faut qu'on assume. Amen. L'objectif est d'amener la cinquantaine de pensionnaires actuels à une prise de conscience véritable avant tout. Quand maman pasteur Joël nous prêche l'évangile, ça nous transforme encore. Parce que c'est elle qui donne l'exemple. Ça nous fortifie l'âme. Et ça ne ferait même pas à ce que même nous serons même encore tentés pour rétrograder. Accro à la drogue, pendant plus de 2 décennies, David, père de 3 enfants, s'est mis à dos toute sa famille. J'ai commencé à vivre dans les ghettos. Commencé à aller, maintenant j'étais devenu comme un mendiant. Ma fille est venue avec son copain. Dans le temps où elle m'a vu, elle m'a regardé comme ça. Elle dit, papa, tu n'as pas pitié de nous. C'est au centre Kaotri qu'il trouve la solution à son problème. Noura a connu la drogue il y a 12 ans. Attirée dans un fumoir tout près de son école à la Riviera 3 par des amis. Depuis ce temps-là, je ne me retrouve plus. Ma mère est venue me déposer à Kaotri, elle m'a pris une réhabilitation, mais ça ne va pas. J'ai besoin de reprendre ma vie avec mes parents, l'école, tout ça. Malgré la difficulté de la tâche, la jeune fille se donne à fond pour sortir de sa dépendance. Ça fait 1 an que je ne touche plus à la drogue. Mon souhait, c'est vraiment d'arrêter la drogue. Pour les responsables, le centre Kaotri est l'endroit idéal pour réapprendre à vivre sans la drogue et surtout loin des tentations. Ce centre-là est né depuis 2001. Il est connu seulement dans le milieu de la drogue. Les toxicomanes, ceux qui sont fatigués, qui savent qu'en venant ici, ils auront du repos. Nous venons de là, donc nous savons quel est son problème. Et nous aussi, on a besoin de soutien pour plus soutenir. La méthode Kaotri a bien réussi à Michel, ex-alcoolique. Il y a séjourné
pendant 6 mois sur insistance de sa grand-mère qui n'en pouvait plus. De retour à la maison, le jeune homme se dit séduit par cette cure de désintoxication particulière. On ne donne pas de médicaments, Nousina, Valium, tout ça à quelqu'un. Mais là-bas, comprimé là, pour pouvoir être délivré, laisser alcool, drogue, fumer là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sortir définitivement de la drogue par la prière, est-ce possible? La réponse du directeur des opérations de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Ce qui se passe à Kaoutri peut suffire pour enlever des personnes de la drogue. Mais il faut savoir que la prise en charge de la toxicomanie repose sur un trépied. C'est une prise en charge médico-psychosociale. L'idée, c'est que nous puissions accompagner Kaoutri par l'existence chez eux-mêmes d'un centre de santé. Parce qu'il est évident que dans cette prise en charge, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de manque. Et ça, absolument, on a besoin d'un accompagnement médicamenteux. La prière comme palliatif à la consommation de la drogue et aux autres addictions. Ainsi, pourrait-on résumer la vision du centre Kaoutri, un camp paisible qui mène son petit bonhomme de chemin sans grands moyens. C'était le dossier de Serge Coléa. L'agriculture au cœur de l'autonomisation des femmes en milieu rural à Mounini, dans le département de Kouto, dans le nord du pays. Les femmes l'ont compris, plusieurs parmi elles se sont investies dans la culture du riz. La rizière des femmes de Mounini a été visitée par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Le travail abattu par ces femmes n'a pas laissé ce cadre de la Bagoué indifférent. Charles Tatou. Le droit de l'enfant à l'éducation n'est pas seulement l'affaire des hommes à Mounini, localité du département de Kouto. Ici, les femmes ne manquent pas d'initiative quant à leur contribution à la réussite des enfants à leur cycle primaire. Grâce à l'appui reçu du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, par ailleurs cadre de la région de la Bagoué, elles ont pu mettre en valeur un bas-fond à l'entrée du village par la riziculture. Bruno Nabagné-Koné y a effectué une visite pour se rendre compte de l'organisation de ces femmes rurales et leur travail abattu. Les dons que le ministre a pu faire depuis qu'il est ministre, a commencé par la première pierre d'un centre de santé qui est aujourd'hui fini, des visites qu'il a faites en don d'engrais, en don de fils barbelés pour encadrer ici, et chaque fois pour les semences, des appuis qu'il apporte pour que ces femmes unies de Mounini puissent avoir le bien-être. Depuis qu'elles ont commencé à travailler dans ce champ, elles ne manquent pas de nourriture. Nous les avons soutenues avec les peu de moyens que nous avions. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du travail qu'elles ont réussi à faire. Nous avons fait la même chose dans un grand nombre de localités dans la région de la Bagoué. Mais le travail ici et surtout les résultats sont très remarquables. Au total, 2 hectares de riz prêts à être récoltés. Avec la production de ce champ, elles pourront se prendre en charge, mais également assurer l'approvisionnement de la cantine scolaire de l'école du village. L'allaitement paternel est bénéfique pour l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans et l'allaitement exclusif du bébé de 0 à 6 mois le protège contre les maladies, en tout cas bien efficacement. Pour améliorer l'état nutritionnel de l'enfant, le programme national de nutrition fait la promotion de l'allaitement maternel lors de la 25e édition de la Semaine mondiale de la santé. Franck Wadio. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde à cause de la malnutrition. En Côte d'Ivoire, 21,6% d'enfants sont touchés. La 25e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, occasion pour les associations de femmes, les partenaires internationaux de la santé et le programme national de nutrition, PNN, réunis à l'espace Atoubo d'Abobo Baoulé d'accentuer la promotion de l'allaitement maternel. Cette alimentation maternelle doit aller jusqu'à 6 mois. C'est à partir de 6 mois qu'on diversifie l'alimentation de l'enfant. En même temps que nous diversifions l'alimentation de l'enfant, il faut toujours préserver, il faut toujours continuer d'allaiter l'enfant jusqu'à ce qu'il ait, jusqu'à son 2e anniversaire. Une célébration qui se met en campagne de lancement du concept élaboré par le programme national de nutrition baptisé les 1000 premiers jours de la vie. Un concept qui consiste à améliorer l'état nutritionnel des enfants
pour une bonne croissance et un développement optimal. De la conception, c'est-à-dire lorsque l'enfant a été conçu et pendant la grossesse, il y a de nouvelles connexions qui se font jusqu'aux 2 premières années de la vie au niveau du cerveau de l'enfant. Et pour cela, ces 1000 premiers jours, c'est une étape fondamentale pour le développement de l'enfant. Intensifier les activités de nutrition et le développement du jeune enfant, une vision partagée par les populations. Bien nourrir le bébé au sein de la mère, c'est très bon. Ça donne la santé. Ensemble, protégeons l'allaitement, loin des conflits d'intérêts, le thème de cette 25e édition de la Semaine mondiale de la santé. Des labels et des lots ont été remis aux responsables de différents hôpitaux pour leur engagement dans la promotion de l'allaitement maternel. Après 50 ans de partition de la RDA et de la RFA, les deux Allemagnes sont réunies le 3 octobre 1990. C'est l'aboutissement d'un processus enclenché moins d'1 an plus tôt, le 9 novembre 1989, avec la chute du mur de Berlin. Flashback sur cet événement avec Moussa Konaté. La réunification allemande. Le 3 octobre 1990, les deux Allemagnes issues de l'après-guerre ont été officiellement réunifiées dans un traité. Mais ce processus de réunification de l'Allemagne de l'Ouest, République fédérale d'Allemagne, avec l'Allemagne de l'Est, République démocratique allemande, a commencé quelques années avant déjà. On était alors encore loin d'accords ou de traités. Et que l'on parvienne finalement à la réunification de l'Allemagne a surpris de nombreux contemporains. L'Allemagne est divisée depuis presque 40 ans déjà, lorsqu'en juin 1987, le président américain Ronald Reagan, en visite à Berlin-Ouest, lance un appel historique. Mr. Gorbatchev, abattez ce mur. Un appel qui provoque l'enthousiasme de nombreux Allemands, même s'ils n'ont que très peu d'espoir qu'il soit entendu au Kremlin. D'ailleurs, bien que les pays voisins de la RDA en Europe de l'Est et même l'Union soviétique connaissent un début d'ouverture politique et de démocratisation, en RDA, le chef du parti unique CED et de l'État, Erich Honecker, ne veut rien savoir de la perestroïka de Gorbatchev. En janvier 1989 encore, il affirme « Le mur sera encore là dans 50 ans et même aussi dans 100 ans si les raisons de son existence n'ont pas encore été dépassées. » À l'époque, seuls 3% des Allemands de l'Ouest croient que la réunification de l'Allemagne se fera de leur vivant. Mais d'un seul coup, l'histoire s'accélère. Des manifestations massives des Allemands de l'Est font montrer la pression sur le régime communiste. Finalement, début novembre, le Politburo veut faire baisser la tension et annonce un décret facilitant les voyages hors du bloc communiste. Cette nuit-là, des milliers d'Allemands de l'Est affluent aux postes frontières. La police des frontières est submergée par cette marée humaine. Les dirigeants est-allemands sont divisés, déstabilisés et finalement impuissants. La chute du mur est le triomphe inespéré de la foule des manifestants de Leipzig, Berlin et Dresde, encouragés par le mouvement Solidarność de Lech-Wałęsa en Pologne, par les réformateurs en Hongrie, sans oublier bien sûr le numéro 1 soviétique, le réformateur Mikhail Gorbatchev lui-même. À l'ouest, le chancelier chrétien-démocrate Helmut Kohl sent que le moment est venu pour la réunification de son pays. Son gouvernement, soutenu par tous les partis représentés au Bundestag, négocie avec les dirigeants est-allemands et les 4 puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale, Union soviétique, États-Unis, Grande-Bretagne et France. Les accords qui finalement aboutiront à l'unité de l'Allemagne. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne retrouve son entière souveraineté, perdue en 1945. Cette nuit-là, Allemands de l'Est et de l'Ouest, ivres de joie, trinquent, chantent et dansent jusqu'au petit matin dans une Allemagne enfin réunifiée. Fin de ce journal, portez-vous bien.